Lorsque j'étais une brave petite thésarde combattant vaillamment sa thèse, j'ai failli perdre pied, à un moment. Plusieurs même, si on est parfaitement honnête. Non pas parce que la thèse était impossible à faire, la preuve, je l'ai faite. Mais parce que c'est une épreuve qui use. C'est un marathon sur plusieurs années qui est fait dans des conditions souvent compliquées, pour dire le mieux. Surmenage, précarité, isolement, deadline absolument partout. Et ça, c'est dans les cas où ça se passe bien. Quand ça ne se passe pas bien, on peut ajouter le chantage, on peut ajouter les problèmes d'encadrement, le manque de supervision, le harcèlement, tout ça ensemble, mélangé ou pas. Bref. Tout ça et parfois plus encore, mis à macérer pendant 3 ans, génère fatalement tout un tas de problèmes. Problèmes allant des légers troubles du sommeil et des douleurs musculo-squelettiques, aux problèmes de comportement alimentaire, voire à la dépression pure et simple. Selon les différentes études et les différentes spécialités étudiées, au hasard les étudiants en médecine, et on pense tous très fort à Fantine qui a relu cet épisode. On estime que 32% des doctorants sont sujets à développer des troubles psychiatriques et 51% remplissent les critères médicaux pour être classifiés comme personnes en détresse psychologique. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, et toujours selon les différentes spécialités, entre 24 et 40% seraient en dépression clinique et entre 17 et 32% remplissent les critères du trouble anxieux généralisé. Attention, on ne parle pas ici de simple anxiété, on parle d'une pathologie psychiatrique bien précise qui est décrite dans le DSM-5. C'est pas juste une manière de dire qu'ils sont un peu stressés. Je laisse un petit moment pour que ça descende parce que c'est l'avenir de la recherche là quand même. La première conséquence directe de ces chiffres ahurissants, c'est que 30 à 50% des doctorants abandonnent en cours de thèse. La deuxième conséquence, et qui est à mon sens un peu plus tragique, c'est que leur état mental fait que 35% des doctorants sont considérés comme à risque de suicide. Et 42% d'entre eux estiment que cet état dans lequel ils sont et dans lequel ils voient leurs collègues sombrer petit à petit est normal et admissible dans le monde de la recherche. Spoiler alert, ça ne l'est pas! Du coup, j'aimerais commencer aujourd'hui une série de vidéos beaucoup différentes de tout ce que je fais d'habitude. J'aimerais en réalité créer le contenu que j'ai moi-même désespérément cherché sur YouTube à l'époque où j'étais doctorante et que je n'ai pas trouvé. Du coup, ce guide vidéo va s'adresser bien entendu aux doctorants, puisqu'il s'intitule « Le guide de survie du thésard », mais aussi à n'importe qui vivant dans des conditions similaires. Surmenage, précarité, toi-même tu sais. L'idée c'est qu'il puisse vous servir d'appui, à vous, mais également si vous êtes un proche de quelqu'un qui fait sa thèse ou qui affronte son internat, pour les aider à prendre soin d'eux et pour veiller à ce qu'il ne leur arrive rien durant cette formidable mais terrible épreuve aussi, qu'est le doctorat. Vous l'avez constaté, on reste sur une chaîne scientifique. Toutes les informations seront sourcées et les sources ou références seront disponibles soit en description, soit dans un document annexe qui sera lié. L'idée, ça n'est pas juste de dire « faisez ça, c'est bon pour vous », mais c'est surtout d'expliquer comment ça marche, pourquoi faire ou telle chose est importante pour prendre soin de soi. Cela semblera sans doute très bateau à beaucoup, mais l'idée c'est de parler à des gens qui commencent à boire la tasse et dont certains vivent tout seuls pour la première fois de leur vie. Donc l'idée c'est pas du tout de réinventer l'eau chaude ou de vous délivrer le sens de l'existence. C'est un guide de survie, c'est pas le manuel de l'illumination. Dans cette série, je vais partager un ensemble de techniques, de tips, de routines, d'habitudes, ce que vous voulez, qui m'ont moi-même aidé à tenir la barre à flot et à me redresser au moment où c'était compliqué. Mais je veux qu'une chose soit bien claire. Si vous êtes déjà en train de boire la tasse, vous n'avez pas besoin de moi ni de qui que ce soit sur YouTube. Vous avez besoin d'un médecin, quitte derrière à appliquer les petites astuces que je vous donne en complément de votre médication ou de votre thérapie. Mais prenez votre santé mentale au sérieux. En réalité, Fantine, ou Hippocrate, mais beaucoup plus probablement Fantine, me souffle dans l'oreillette que pour ça comme pour le reste, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc en vrai, vous avez besoin d'un médecin dès que vous avez un vrai coup de mou qui dure depuis plus de 2 semaines, surtout si la cause est identifiée, genre la thèse, et qu'elle va durer. Genre au moins 3 ans si les dieux sont avec vous. La psychothérapie de soutien, ça existe. Voilà, fin de la parenthèse, mais je le rappellerai aussi souvent que nécessaire.
ce sera souvent nécessaire. Pour ces vidéos, je vais donc structurer l'ensemble de tout ce que je vais vous demander en 4 moments qui correspondront à des moments concrets de leur journée. Parce qu'on va être très honnête, si vous avez vaguement des trucs abstraits comme ça ne marche jamais. Je le sais pour avoir tenté un certain nombre de choses derrière et aussi pour m'être appuyé sur les recommandations de certains de mes collègues que vous verrez également en guest dans ces vidéos. Ces 4 moments seront le matin, depuis le lever jusqu'au moment de partir au labo ou d'aller travailler. L'après-midi, qui débutera juste après la pause de midi, mais qui englobera une bonne partie de vos séances de travail. Le soir, qui devra servir de coupure entre votre période de travail et la période qui est pour vous. Et enfin, la nuit, juste avant d'aller se coucher, dans l'espoir d'avoir un sommeil à peu près réparateur qui vous permette de tenir le coup. Il y aura 10 items pour chacun de ces temps. Certains auront besoin d'une vidéo entière et d'autres seront regroupés par thématique. Dans ces items, on va parfois parler de choses extrêmement basiques comme prendre sa douche. Et si jamais ça vous fait sourire, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour réfléchir à la gravité d'une condition qui parfois peut même vous empêcher de prendre votre douche. Parfois on en est là, ouais. Si jamais ce type de contenu vous parle et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, une petite note avant de démarrer. Si vous êtes déjà en train de commencer à boire un petit peu la tasse, il faut bien se rendre compte que vous êtes dans une période de fragilité et malgré toute votre bonne volonté, vous n'allez pas pouvoir tout appliquer d'un coup. Ça, c'est le meilleur moyen de déprimer et de se dire qu'on n'arrive à rien et de passer à autre chose. Donc l'idée, ça va être de commencer par 2 petits items à chaque fois et d'augmenter progressivement jusqu'à ce que vous trouviez des routines qui vous aident et qui vous maintiennent réellement à flot. Pour que ce soit facile pour vous de composer votre propre routine petit à petit, je vous donnerai pour chaque item une durée approximative et une demande d'énergie approximative. La durée sera donnée en minutes et l'énergie sera donnée en cuillères. Pour des raisons historiques que je ne vais pas développer, mais je vous laisse un lien en description à ce sujet. Sachez que ces différents moments ont été merveilleusement et amoureusement préparés par moi, de manière à ce que, quand bien même vous ne feriez que ça de votre journée, à la fin, vous arriviez quand même à une journée dont vous pouvez être fier et qui entraîne un cercle vertueux. Le moment du matin fait 50 minutes, celui de l'après-midi fait 1h50. Alors ça peut sembler beaucoup, mais avec ça, vous avez entre autres un appartement propre, une boîte mail vide et du temps pour une sieste. Donc patientez un petit peu et faites-moi confiance. Et les 2 derniers font 1 heure chacun. Pour la création de ce guide, je me suis également appuyée sur différentes applications, choses, objets, produits, juste parce que je les utilise. Je ne suis sponsorisée par aucun d'entre eux. Et si par miracle en cours de guide ça devait devenir le cas, ce serait bien évidemment signalé de manière appropriée, comme ça vous pourrez retourner en commentaire crier que je suis une vendue. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors ça c'est le petit message comme quoi je suis sponsorisée par rien, comme d'habitude. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour le début de la série. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère surtout qu'elle pourra vous aider, et j'espère également être moi-même à la hauteur de ce que la doctorante que j'étais a cherché en vain sans jamais le trouver. À très vite.